histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Voilà 3 semaines que nous sommes en mer. La traversée depuis Tanna a été assez agitée. Aujourd'hui, nous arrivons en Australie. Notre expédition autour du monde par les îles va faire une escale d'1 mois sur cette île-continent dont nous ne ferons sûrement pas le tour. Fleur de l'Empole relâche à Darwin, capitale du territoire du Nord. Est-ce que vous imaginez comme c'est bon de retrouver une vraie grande ville, la civilisation, des immeubles, des magasins, des cabines téléphoniques pour appeler papa et maman? À Darwin, nous trouvons plein de boutiques d'artisanat aborigène, avec des peintures, d'authentiques chapeaux de brousse, des didgeridoo, ces curieux instruments de musique creusés dans des branches d'eucalyptus. Mais les aborigènes, c'est dans la rue que nous les rencontrons. Nous avons lu que les premiers habitants de l'Australie sont souvent marginalisés, alcooliques, laissés pour compte de la société moderne. Pour mieux découvrir l'Australie, nous nous séparons en 2 équipes. La Fleur gagne les îles Tiwi, une réserve aborigène. Sophie, Elsa, Max et moi, Toukawe, nous partons en 4x4 explorer le parc naturel du Kakadu. Nous sommes accompagnés de notre scientifique préféré, Jean-Baptiste, qui nous a rejoints pour l'occasion. Situé à 200 km de Darwin, le parc national du Kakadu est une immense réserve naturelle d'un intérêt exceptionnel. Créé en 1979, il est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Au sud du parc, les massifs rocheux très anciens de la terre d'Arnhem cèdent peu à peu la place aux immenses étendues du bush où poussent essentiellement des eucalyptus et des acacias. Des rivières prennent leur source dans ces montagnes. Elles coulent vers le nord en s'élargissant, traversant de vastes régions. Le parc s'étend sur 19 500 km². On y trouve des centaines d'espèces de reptiles, d'oiseaux et de marsupiaux. Certains animaux sont très rares et ne vivent que dans le parc du Kakadu. Tous ces animaux sont protégés, mais les aborigènes ont conservé un droit de chasse traditionnel. Nous avons été invités à vivre dans une famille des gardes du parc. Je suis accueilli chez Julian qui a 14 ans comme moi. Il vit ici dans le bush depuis qu'il est tout petit. Joel connaît le parc comme sa poche. Son père est ranger, c'est-à-dire gardien dans la région sud du parc. Voici son animal familier, Annie. C'est une sorte de petit kangourou. À 7h30, un quart de ramassage scolaire vient chercher les enfants des rangers pour les emmener à l'école de Jabirou. Jabirou est la seule ville du parc. Elle a été construite pour les besoins d'une mine d'uranium et compte 1800 habitants. C'est une ville toute neuve, moderne et confortable. Presque tous ses habitants sont employés à la mine. Après le sport, cours d'internet. Nous en profitons pour visiter le site fleurdelempole.com. Ici à Jabirou, les classes elles sont vraiment très étonnantes parce que les élèves sont tous très différents. La plupart sont blancs et les parents travaillent à la mine comme ingénieurs, etc. Mais il y a aussi plusieurs aborigènes dont les parents vivent ici depuis toujours, ils étaient là avant la mine, etc.
Et puis il y a aussi deux, trois élèves qui viennent seulement 1 ou 2 fois par mois quand ils en ont envie et quand ils sont pas à la chasse ou à la pêche avec leurs parents. Cet après-midi, Phil Geya, un artiste aborigène, est venu présenter la culture de son peuple aux élèves de l'école. Les aborigènes sont encore aujourd'hui trop souvent méprisés par la société australienne blanche. Ils n'ont obtenu la citoyenneté australienne et le droit de vote qu'à la fin des années 60. Annie. Hey, Annie. It's completely deaf. Ouais. Ah, ça a vraiment une drôle d'allure, hein. C'est bizarre ses pattes. On dirait qu'elle a que 3 doigts. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement un marsupial? Les marsupiaux, ils ont une caractéristique tout à fait particulière. Au moins chez les femelles, il y a une poche sur le ventre. Et cette poche, elle sert à garder le petit pendant un certain temps. En fait, quand le petit marsupial naît, il est minuscule. Il mesure quelques millimètres de long. Il est tout rose, il n'a pas un poil. Et il est incapable de se nourrir par lui-même et même de se déplacer. Même ses pattes arrière sont à peine développées. Et il va s'accrocher avec ses petits bras par les poils du ventre de la mère kangourou. Et il va aller s'installer dans la poche. Là, il trouve une tétine, il se fixe sur la tétine et il va téter pendant des semaines. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils peuvent se détacher de la tétine et ils passent la tête à l'extérieur de la poche, ils commencent à regarder le monde et puis à un certain moment, ils sortent de la poche et ils peuvent se déplacer et aller sauter ailleurs. Et en Australie, il n'y a que des kangourous? Non, il n'y a pas que des kangourous. Il y a plein d'autres sortes de marsupiaux. Il y a près de 150 espèces de marsupiaux. Il y a des herbivores comme les kangourous ou les koalas, mais il y a aussi des carnivores, des sortes de petites genettes ou de putois marsupiaux, des petits carnivores qu'on appelle aussi le chat marsupial. Il y a des sortes de musaraignes marsupiales qui sont carnivores, qui mangent des insectes, des vers, etc. Il y a des loutres marsupiales qui se nourrissent de poissons et qui vivent dans l'eau. Et on trouve en Australie les mêmes catégories d'animaux qu'on peut trouver en Europe ou en Afrique. Des herbivores, des carnivores, des mangeurs d'insectes, des animaux qui creusent le sol, des animaux qui vivent dans l'eau, des animaux qui grimpent dans les arbres, etc. Il y a les mêmes catégories écologiques. Et les marsupiaux aquatiques, ils font comment pour la poche? Ils ont une poche hermétique. Elle peut se fermer complètement et le petit reste dans une espèce de bulle d'air lorsque la mère marsupiale va dans l'eau. Mais Jean-Baptiste, pourquoi est-ce qu'on trouve seulement des marsupiaux en Australie? On n'en trouve pas qu'en Australie. Il y a quelques espèces d'opossums, donc des marsupiaux aussi, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Mais il y a eu une époque où il y avait des marsupiaux partout. Et en fait, ça, c'est une histoire qui remonte à plusieurs dizaines de millions d'années. À l'époque, tous les continents étaient réunis en un seul. Et puis, bon, vous savez que les continents peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres à la surface de la Terre. Et il y a 60 ou 80 millions d'années, l'Australie s'est détachée des autres continents. En même temps que l'Afrique se détachait de l'Amérique du Sud, etc. Et l'Australie a emporté avec elle ces marsupiaux. Et pendant ce temps-là, ailleurs, il y avait aussi des marsupiaux, mais d'autres mammifères sont apparus. Les mammifères placentaires, comme nous, comme les vaches, comme les lions, comme les girafes, etc. Et ces mammifères nouveaux ont éliminé tous les marsupiaux, ou pratiquement tous les autres marsupiaux. Simplement en Australie, comme ils ne sont pas apparus, et que l'Australie était une île vraiment séparée des autres continents, eh bien, les marsupiaux ont pu survivre pendant des dizaines de millions d'années. C'est la fin de la saison des pluies. Au nord du parc, les rivières s'étalent hors de leur lit et inondent de vastes plaines, formant des marécages. Les Australiens appellent ces étendues d'eau dormante des billabongs. Ils abritent une faune très riche, des poissons bien sûr, mais aussi des grenouilles, des tortues et toutes sortes d'oiseaux. Ces zones humides sont des biotopes importants pour la reproduction de nombreuses espèces.
Un ranger, Greg Spears, nous emmène observer les animaux des Billabong sur South Alligator River. L'une des tâches des rangers est d'accompagner les visiteurs du parc pour les informer et vérifier qu'ils ne dégradent pas l'environnement. Les oiseaux viennent en grand nombre se nourrir dans les Billabong, qui abritent aussi des hôtes beaucoup plus impressionnants. Le crocodile, Max, t'as vu ça? Il se barre en courant. Et je crois qu'il a eu un peu peur. Il est pas très content de notre visite. Hein. Je trouve qu'on réalise pas bien quand même. Hein. Ouais. On les voit. On est tellement émerveillés devant ça, on se rend pas compte du danger que... Il a la bouche qui est ouverte et on dirait qu'il dort. Il a les yeux entrouverts. Ici, il y a énormément de crocodiles. Et on peut distinguer en fait deux grandes espèces. C'est les crocodiles d'eau de mer et les crocodiles d'eau douce. Et Greg nous a dit que la plus dangereuse pour l'homme, c'était le crocodile d'eau de mer, parce que le crocodile d'eau de mer, il peut remonter sur les berges, tandis que le crocodile d'eau douce, eh ben, il reste au fond de l'eau et il sort pas souvent. Et il y a aussi des crocodiles qui sont environ 5 à 6 mètres de longueur. Ouais, donc ça fait plus grand que le bateau là. Ouais. C'est pas spécialement rassurant. Non, pas du Et tout. il m'a dit aussi il faut avoir beaucoup de respect par rapport aux crocodiles. Ils discutent pas. On n'a pas discuté avec eux quoi. À part ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas de différence entre les crocodiles d'eau de mer et les crocodiles d'eau douce. À part que les crocodiles d'eau de mer, ils ont une glande qui leur permet d'évacuer le sel, ce qui fait qu'ils peuvent aussi bien s'adapter à l'eau douce qu'à l'eau de mer. Et il nous a dit que les crocodiles ils se nourrissaient de tout ce qu'ils trouvaient, mais en particulier de poissons. Mais ils trouvent tout ce qu'ils trouvent ici. Il y a des oiseaux, des cochons, des chevaux même, des humains. Ouais. Exactement. C'est chaud là. Non, non, cet homme n'est pas un pyromane, c'est Rob, le père de Joel en plein travail. En début de saison sèche, le brûlage des herbes constitue l'une de ses principales activités. Des colonnes de fumée s'élèvent un peu partout dans le parc. Les rangers utilisent même des hélicoptères pour allumer ces incendies volontaires. Nous brûlons des parties du territoire chaque année. Cela enlève les herbes sèches. Les aborigènes prennent soin du pays de cette façon en brûlant les herbes depuis des milliers et des milliers d'années. Le parc national appartient aux aborigènes et c'est bien que nous continuions à faire comme eux. Ils le font depuis si longtemps. Qu'est-ce qui arriverait si vous ne brûliez pas la forêt? En fait, on ne brûle que les herbes sèches. Si nous ne le faisions pas, plus tard, dans la saison sèche, quand nous n'avons pas de pluie pendant 5 mois et que tout devient très chaud, les feux se déclareraient trop facilement et ils feraient beaucoup plus de dégâts dans la végétation. Il vaut beaucoup mieux brûler en début de saison sèche qu'en fin de saison sèche. C'est donc une mesure de prévention par bien des aspects, mais qui a aussi différents effets bénéfiques sur l'écosystème. C'est souvent bon pour la nature ici. Il y a des endroits où le feu n'est pas une bonne chose. Nous essayons de les préserver. Mais en d'autres endroits, cela aide effectivement. Cela aide certaines espèces de plantes à pousser. Ça favorise la biodiversité. C'est quelque chose de raisonnable. La flore et la faune australienne se sont largement adaptées aux incendies que les aborigènes allument depuis la nuit des temps. Ils ne dégagent pas une chaleur importante et s'éteignent généralement de même au bout de quelques kilomètres. Mais cela reste un spectacle surprenant. C'est vraiment impressionnant de voir une barrière de feu comme ça, c'est quelque chose qu'on voit jamais. Et puis c'est bizarre aussi de se dire qu'il a été déclenché par l'homme. Le soleil se lève sur la terre aborigène. Installés ici il y a 50 000 ans, peut-être plus, ils ont vécu coupés du reste du monde jusqu'à l'arrivée des Blancs. Les aborigènes forment le plus ancien peuple de l'humanité. Pour eux, ce sont les animaux du temps du rêve qui ont formé la terre.
Le serpent creusa le lit des rivières, le crocodile façonna les montagnes. Ils sont toujours là, invisibles mais bien présents. La tribu des Kakudju, propriétaire traditionnel du Kakadu, vient toujours enterrer ses morts dans ces montagnes sacrées. Les aborigènes ont vécu en Australie pendant des milliers et des milliers d'années. Et quand les hommes blancs sont arrivés, ils se sont tout simplement approprié la terre, la considérant comme étant à eux. Ce n'est que récemment, à partir de 1970, qu'on a commencé à rendre la terre aux aborigènes. Quand vous êtes dans le parc national du Kakadu, vous devez vraiment respecter cette contrée qui leur appartient, car les aborigènes y pratiquent toujours leurs cérémonies. Et ils ont beaucoup de sites sacrés ici. Quand vous venez au Kakadu, respectez vraiment la terre aborigène. Le parc du Kakadu a été protégé non seulement pour son patrimoine naturel, mais aussi parce qu'il abrite plus de 5000 sites de peintures rupestres. Certaines de ces peintures sont considérées par les archéologues comme comptant parmi les plus belles au monde. Les plus anciennes ont 25 000 ans, les plus récentes 30 ans à peine. Il s'agit de la plus longue tradition artistique de l'histoire humaine. Sur les sites aborigènes sacrés, il y a beaucoup de mains qui sont peintes. En fait, ils mettaient de la peinture dans leur bouche et ils soufflaient comme ça. Donc ça faisait toute la trace de la main. Et c'était pour eux un moyen de dire c'est ma terre, j'en suis responsable, donc je la respecte. Et puis c'était aussi un moyen d'approcher les êtres sacrés parce qu'ils pensaient qu'il y avait des êtres sacrés qui habitaient les parois. Et là, je trouve ça assez émouvant. Il y a une petite main d'enfant là. Je trouve ça émouvant d'imaginer que c'est un enfant qui a posé sa main ici. Les peintures nous livrent le regard que les aborigènes portaient sur leur environnement matériel et spirituel. Elles racontent aussi des événements récents, comme l'arrivée des Blancs. Regarde, c'est exactement le même bateau que la fleur. Oui, il est effectivement très semblable à Fleur de l'Ampole. Ce type de bateau fut utilisé pour ravitailler les éleveurs de la terre d'Arnhem entre 1880 et 1950. Amazing. Et regardez, j'en ai trouvé un là. Venez voir. Ah ouais. C'est un tigre de Tasmanie. Ouais. C'est un tigre de Tasmanie, ou plutôt une sorte de loup. Hein. Il est rayé, on le voit à l'arrière, on voit les rayures. C'est un loup comme chez nous? C'est pas un loup comme en Europe ou en Amérique, hein. C'était un loup marsupial. Il avait une poche aussi. Oui, il avait une poche. Sur le dos? Bah non. Non, c'est pas un sac à dos. Sur le ventre, comme les autres marsupiaux, hein, comme les kangourous, les koalas. C'est un animal qui a disparu il y a peut-être 4000 ans. 4000 ans. 4000 ans. Ici. On en trouve encore en Tasmanie, non? On n'en trouve plus en Tasmanie. Il y en a eu en Tasmanie jusqu'en 1930. Mais les colons les ont tous tués, parce qu'ils mangeaient les moutons. Et il y en a d'autres. On en a trouvé d'autres. On connaît des peintures qui représentent des lions marsupiaux. On a retrouvé ces ossements. Il avait sûrement une poche aussi. Sur le ventre. Sur le ventre. Il y avait une sorte de tapir marsupial. Tous ces animaux, on ne les retrouve plus, mais ils sont représentés par les aborigènes. Ouais. À cette époque-là, c'était une période glaciaire. Donc c'était certainement plus frais ici. C'était aussi beaucoup plus sec. Et on voit des gens chasser avec des boomerangs. Alors que maintenant, dans la forêt, c'est impossible de chasser avec des boomerangs. C'était probablement plus une savane, un peu plus froide, et quelque chose avec des grandes herbes. Et le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Hein, pendant les périodes glaciaires, le niveau de la mer baisse, et donc la mer était beaucoup plus loin. Ici, on est à quelques kilomètres de la mer maintenant. À l'époque, elle était à 300 km au nord. 300. Et petit à petit, le climat s'est réchauffé, le niveau de la mer est monté, et donc la mer est revenue de plus en plus près. Et on a vu apparaître dans les peintures les crocodiles marins, qui n'y avaient pas jusque-là dans les peintures. On trouve aussi dans les peintures des nouveaux poissons. Ils sont apparus à ce moment-là dans les peintures, parce que tout d'un coup, ils faisaient partie des repas des aborigènes. Alors qu'avant, ils n'en faisaient pas partie, comme les barramundi. Pour les aborigènes, certaines tortues. Toutes les peintures et tout ça, ça représente leur histoire aux aborigènes. Oui, ça représente leur histoire, ça représente l'histoire de la région, de ce qu'ils mangeaient, des animaux qu'ils côtoyaient, mais c'est beaucoup plus que ça aussi. Hein, c'est aussi l'histoire de leur spiritualité,
de leur religion. C'est l'histoire du dream time, du temps du rêve. Hein, c'est tout ça aussi qu'on peut voir et qui est très complexe, extrêmement complexe, dans toute la peinture des aborigènes. En compagnie de Jolyon et des Rangers, nous vivons une aventure incroyable dans ce pays qui est l'un des plus beaux que nous ayons jamais vu. Nous avons l'impression d'être hors du temps, dans un havre de paix. Mais un jour, la réalité nous rattrape. Le journal ce matin nous apprend qu'une fuite d'uranium est venue polluer les eaux autour de la mine. C'est la deuxième ce trimestre. Si un jour il y a une très grosse fuite... Avant de venir ici, nous avions trouvé sur internet de nombreux renseignements sur cette mine. Jolyon nous en apprend bien davantage. Dans le parc de Kakadou, il n'y a pas seulement des crocodiles et des kangourous, il y a aussi ce qui peut paraître étonnant, une mine d'uranium. C'est une mine qui est assez importante parce qu'elle couvre 10% de la production mondiale. Et en fait, cette mine, ça a été la condition qui a été imposée par le gouvernement australien pour rendre la terre aux aborigènes. Donc le parc a été construit, mais en contrepartie, il y avait cette mine qui devait être construite aussi. La mine, elle a quand même profité aux aborigènes, même si très peu d'entre eux y travaillent. La mine, elle a versé environ 150 millions de dollars australiens aux Gagoudjou, donc les propriétaires traditionnels de la terre. Et un certain nombre d'aborigènes sont venus habiter dans le parc pour profiter de la présence de la mine. Cette mine, elle va pas durer éternellement. Aux environs de 2010, elle sera déjà épuisée. Il y a une deuxième mine qui est en construction à Jabiluka. Et cette mine, elle a pas mal divisé les gens en fait. Une poignée d'aborigènes se bat contre la puissante compagnie minière. Nous retournons chez Jolyon consulter Internet. Il nous montre le site web des Mirarr. Les Mirarr sont les propriétaires traditionnels de Jabiluka. L'ensemble du clan s'oppose fermement à l'ouverture de cette nouvelle mine, dont la construction a pourtant déjà commencé. Grâce à Internet, ces aborigènes ont pu faire connaître leur combat dans le monde entier. Combien sont les Mirarr? Ils ne sont que 27. 27 seulement? Ce n'est pas beaucoup. Les Mirarr, ils combattent contre la construction de la mine de Jabiluka depuis des années et des années. Et parce qu'ils ont trouvé que la première mine, ça leur avait rien apporté. Et au contraire, ça les avait même dégradés parce qu'il y a beaucoup d'aborigènes qui sont tournés vers l'alcoolisme et tout ça. Et on a essayé de les rencontrer, mais ils n'ont pas été d'accord de nous parler parce que comme ils se méfient beaucoup des blancs quoi. Ils ont perdu la plupart de leurs combats, ils sont plus trop d'accord de parler aux télévisions, etc. Surtout s'ils sont pas sûrs à 100% qu'on est de leur côté. Ouais. Vous avez vu là ces crocodiles? Là en fait c'est un hôtel en forme de crocodile. Là on voit l'œil, les dents. Là il y a les dents. Ouais. Puis là il y a une patte aussi. En fait, cet hôtel il a été construit avec l'argent de la mine. C'est les Gagoudjou qui l'ont construit. Les Gagoudjou sont les propriétaires du territoire du parc et de la mine. Pour gérer les royalties considérables qu'ils reçoivent chaque année pour leur location, ils ont créé une association qui regroupe 200 adultes et 120 enfants. Avec l'aide de conseillers financiers pas toujours désintéressés, ils réinvestissent cet argent dans des hôtels, des boutiques, une compagnie de croisière. Nous rencontrons Donna Drew, responsable des ressources humaines de l'hôtel. Elle nous explique que les Gagoudjou, faute de savoir le gérer, ont dû revendre en 1992 une partie de l'hôtel à la Southern Pacific Hotel Corporation qui l'exploite dorénavant. Les Mirarr ne veulent pas suivre l'exemple des Gagoudjou. Nous n'avons pas pu rencontrer les Mirarr. Ils refusent de parler aux journalistes car leurs propos ont été souvent transformés. Nous aurions pourtant aimé rencontrer ces gens qui utilisent Internet pour défendre leur terre ancestrale. Là, tu vois, quand je vois ces montagnes, c'est des sites sacrés qui sont occupés par les aborigènes depuis plus de 50 000 ans. Et qu'aujourd'hui, je vois que ces terres, elles sont occupées par la mine. Moi, ça me fait mal au cœur et je trouve que la mine, c'est dommage, quoi. Si ça tenait qu'à moi, je sais pas, j'irais me combattre avec les Mirarr pour empêcher ça, quoi.
Oui, mais c'est pas si simple que ça. Je sais pas si vous savez, mais une partie de l'uranium qui est produit ici, il est aussi exporté en France, en Belgique, en Allemagne, chez nous, quoi. chez nous. Ça fait pas mal réfléchir quand même, parce que moi je pensais pas qu'en laissant allumer la lumière dans ma chambre, bah, j'allais contribuer à un peu la destruction de la Terre des Mirards. Ouais. Quand même vraiment réfléchir. Et puis on s'est un peu posé la question de savoir si on était prêt à limiter nos gaspillages en électricité, pour pas bousiller complètement la planète. Protéger la planète, quoi, ça passe par des gestes tout simples, quoi, au quotidien. C'est pas compliqué. Ouais, franchement, ouais. Il suffit juste de vouloir le faire. Après quelques jours au Kakadu, j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré les multiples facettes de cette terre vraiment passionnante. Nous décidons de poursuivre ici notre étude des peintures rupestres avant de rejoindre Fleur de l'Empole aux îles Tiwi où nous espérons enfin rencontrer les aborigènes.